Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un appareil photo que j'ai testé récemment, le Kiev 60. Le Kiev 60 est un appareil photo moyen format produit en Ukraine au moment de la guerre froide, donc dans l'ex-URSS, au milieu des années 80. Et comme sa provenance l'indique, c'est du matos soviétique. D'ailleurs, si vous êtes connaisseur de matos photo argentique, vous aurez sûrement remarqué qu'il a quand même une petite gueule de Pentax 6.7 ou de Pentacon 6. Il coûte néanmoins beaucoup moins cher, notamment par rapport au Pentax 6.7, et il a la particularité de shooter au format carré, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Comme d'habitude, quand je fais des reviews de matos sur cette chaîne, eh bien, je vais commencer par vous présenter le matériel dans son fonctionnement global et les petites particularités techniques qu'il pourrait y avoir dessus. Ensuite, je vous expliquerai un petit peu mon ressenti, ce que j'ai pensé de ce boîtier, les avantages, les inconvénients, bref, vous faire un petit retour sur ce boîtier. Et enfin, je vous ponctuerai ça de quelques images pour que vous puissiez avoir des exemples de ce qu'il est possible de faire avec le Kiev 60. Tout d'abord, sachez que cet appareil photo est complètement manuel. Ça ne sert à rien de chercher des fonctions un petit peu étranges, on va dire, comme le bracketing, comme la multi-exposition automatique, pareil, tout ce qui est mode d'automatisme, vous oubliez avec ce boîtier, c'est du boîtier manuel. Une fois n'est pas coutume, commençons par l'objectif. L'objectif qui est monté sur le Kiev 60 est un Arsat C 80 mm f2.8, qui est une focale complètement standard pour ce genre de boîtier. Son ouverture va donc de f2.8 à f22 et sa plage de mise au point s'étend de 60 cm à l'infini. Une particularité quand même de ce type de monture, c'est que sur la plupart des objectifs, vous allez mettre votre objectif puis ensuite le tourner pour l'enclencher au niveau du boîtier, voire éventuellement vous allez le visser. Là, c'est pas le cas du tout, vous allez placer l'objectif comme s'il était sur votre boîtier et ensuite vous avez une espèce de roue que vous allez tourner pour enclencher l'objectif dans le boîtier. C'est une toute petite particularité, mais c'est vrai que quand on ne sait pas au départ, ça peut surprendre. Une fonctionnalité de test de profondeur de champ est même disponible directement sur l'objectif. Vous avez une petite partie grise métallique qui est sous l'objectif. Vous fermez un petit peu votre diaph. Au départ, il ne se passe rien, mais si vous appuyez sur cette partie grise en métal, eh bien le diaph se ferme et vous pouvez tester votre profondeur de champ. En ce qui concerne le boîtier lui-même, bien sûr, vous allez retrouver tous les éléments classiques qui vont vous permettre, sur un boîtier argentique manuel, de faire des photos, à savoir un levier d'armement pour enclencher la pellicule et la dérouler en fait au fur et à mesure que vous faites des photos, le bouton de déclenchement, bien sûr, sur lequel vous allez pouvoir monter un déclencheur souple, et enfin vous avez une molette directement sur le boîtier qui vous permet de régler votre vitesse d'obturation, qui va ici sur ce boîtier de 1 demi-seconde à 1 millième de seconde en passant par le mode bulbe. À ces boutons s'ajoutent deux molettes sur lesquelles vous allez pouvoir, sur la première, régler l'ISO de votre pellicule, donc c'est à régler au moment où vous avez chargé votre pellicule pour que vous puissiez vous en souvenir après. Et ensuite vous avez une deuxième molette qui là pour le coup est propre au prisme, j'y reviendrai un petit peu après. Au niveau de la face avant du boîtier, vous avez enfin une prise flash ainsi qu'un levier de testeur de profondeur de champ également. En ce qui concerne la visée, vous avez deux options. Soit vous prenez une visée comme celle qui est actuellement sur mon Kiev 60, qui est une visée réflexe, quelque chose d'assez classique, un œilleton, on regarde à l'intérieur, il y a un pentaprisme, et on voit l'image qui est renvoyée par le miroir situé plus bas devant la pellicule. Soit on utilise une visée dite poitrine, visée qu'on peut retrouver par exemple sur le Mamiya 1000S ou sur plein d'autres boîtiers, les Hasselblad en ont, bref. C'est possible d'en mettre une également sur ce Kiev 60. Pour changer de visée, la manipulation est toute bête, vous avez deux ergots de chaque côté de la visée, en tout cas là sur la visée réflexe c'est comme ça, et vous avez tout simplement à déverrouiller l'une des deux, qui en fait a un cran de verrouillage, tout simplement pour la sécurité, et une fois que vous avez déverrouillé, vous appuyez sur les deux, vous tirez vers le haut et votre viseur se détache, vous pouvez changer de viseur, ou bien tout simplement rester sur la visée, une pseudo-visée poitrine on va dire, puisque vous avez accès directement au dépoli qu'il y a dans le boîtier, donc ça peut être un moyen de se faire une visée poitrine pas chère. Maintenant bon, si vous voulez une visée poitrine un peu précise et sans vous embêter avec les problèmes de réflexion qu'il y aurait dans le boîtier, je vous conseille quand même d'investir dans une visée poitrine, mais sachez que c'est faisable et dans des conditions de lumière un peu particulières, c'est complètement possible de shooter en visée poitrine juste comme ça en enlevant le viseur. Pour terminer sur cette visée réflexe qui équipe mon Kiev 60 actuellement, sachez que la visée est TTL, donc en fait il y a une petite cellule à l'intérieur qui mesure la lumière et qui est capable de vous dire selon les paramètres que vous avez rentrés si votre photo va être sous X, sur X ou est correctement exposée. Et tout ça, ça va se passer au niveau des molettes dont je vous ai parlé tout à l'heure, les molettes qui vous permettent de définir un couple ouverture-vitesse. Donc vous choisissez votre ouverture et ensuite vous faites dérouler en bougeant la molette et en regardant à l'intérieur du viseur, et ça va vous permettre avec des diodes lumineuses, enfin des indicateurs lumineux, si vous êtes sous X ou sur X selon comment vous tournez la molette.
Pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai absolument pas testé cette fonctionnalité, tout simplement parce que je shoot déjà avec une cellule à main, la Minolta Autometer 4F, que j'ai déjà présenté sur cette chaîne, et ce qui me permet de faire une lumière incidente que moi je maîtrise mieux, ou en tout cas avec laquelle je suis plus à l'aise, et qui me donne des mesures un peu plus fiables. La deuxième raison, c'est que quand j'ai récupéré le KF60, il y avait déjà 3 piles LR44 dedans, mais qui étaient un petit peu fatiguées. Donc j'ai testé rapidement la fonctionnalité, mais je suis pas sûr que ça marche vraiment très bien comme ça devrait l'être dans le manuel. Donc logiquement, si vous mettez vous vos propres piles à l'intérieur et que vous testez la fonctionnalité, ça devrait marcher avec des piles neuves. En tout cas, ça devrait marcher comme je vous l'ai décrit précédemment. Avant de passer à la partie retour d'expérience que j'ai du KF60, j'avais quand même envie de vous dire que ça y est, j'avais ouvert un Tipeee comme je l'avais annoncé dans le live des 1000 abonnés. Donc le Tipeee est ouvert, le lien est dans la description. J'y ai ajouté des contreparties qui, à mon sens, sont intéressantes pour vous. Donc si jamais ça vous intéresse de soutenir le travail que je fais sur cette chaîne, n'hésitez pas à y aller. Passons donc maintenant à ce que j'ai pensé de cet appareil photo. Tout d'abord, sachez que cet appareil est lourd et encombrant. Il est plus lourd que le Mamiya 645 AF que je vous ai présenté déjà sur la chaîne. Il fait 1,9 kg, alors que le Mamiya, quand je l'avais pesé, il faisait autour d'1,7 kg avec les piles, le dos et l'objectif. Donc c'est vraiment un appareil qui est lourd, qui est vraiment pas ergonomique pour le coup, parce que quand on le tient, on a vraiment l'impression d'avoir une brique, un morceau de métal dans la main, quelque chose de très compact, très massif. Et c'est vraiment pas adapté, il n'y a pas du tout de poignée ergonomique pour la main, c'est vraiment un bloc, quoi. Vous tenez un bloc. En plus, le déclencheur, il tombe pas vraiment bien sous le doigt, enfin en tout cas sous mon doigt, il tombe pas vraiment bien, donc c'est pas très intuitif. Franchement, en termes d'ergonomie, c'est pas ça. Cependant, qui dit gros appareil moyen format et complètement manuel, dit souvent gros bruit du déclencheur. Écoutez plutôt. Sérieux, c'est pas jouissif comme bruit. En ce qui concerne la qualité d'image, je dois avouer que j'étais agréablement surpris, je m'attendais à quelque chose de pas très piqué parce que je me suis dit bon, c'est un appareil russe qui est, on va dire, le bas de gamme par rapport à d'autres boîtiers style le Pentax 6.7, etc. ou d'autres boîtiers 6.6 un peu plus connus. Et en fait, je m'attendais à vraiment une qualité d'image moyenne, quoi, pas exceptionnelle. Et en fait, quand j'ai reçu les images du labo, je dois avouer que j'étais plutôt surpris. Je trouve que j'ai une bonne qualité d'image, et ça, c'est un bon point pour ce boîtier. Tiens, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que les images couleurs que je vais vous présenter ont été scannées et développées par le labo Nation Photo à Paris. Donc, ils ont développé, entre guillemets, normalement de la Portra 400, comme je leur ai demandé de le faire. Ils m'ont scanné les images en TIFF, moi je les ai récupérées sous Lightroom, j'ai ajusté quelques réglages on va dire de contraste et de couleur comme je fais d'habitude, mais sinon après j'ai rien touché de spécial. Et par contre les images noir et blanc, c'est vraiment du fait maison, j'ai tout shooté moi-même, tout développé moi-même, tout scanné moi-même avec mon Epson V600 et Epson Scan, et ensuite j'ai tout importé dans Lightroom, fait mes retouches, et je vous présente les images comme ça, comme elles sortent de Lightroom. Pour terminer sur l'objectif, je trouve que c'est un objectif qui est en plus agréable à utiliser, la bague de mise au point déroule très bien, la bague des ouvertures n'a aucun problème, ça va très bien de f22 à f2.8, plutôt dans l'autre sens, mais en tout cas moi j'ai rien à dire sur cet objectif que je trouve vraiment qualitatif et agréable à utiliser. En ce qui concerne la visée, je dois admettre que j'ai été un petit peu déçu, j'ai quand même l'habitude de shooter souvent avec du matériel des gammes pro de chez Nikon et Mamiya, et c'est vrai qu'ils ont des viseurs qui déchirent, et moi j'ai besoin d'avoir des viseurs qui soient vraiment larges, où je puisse vraiment voir tous les bords de mon cadre pour savoir ce que je mets dans mon cadre justement, notamment quand je fais du portrait. Et je dois avouer que là, le viseur était un peu restreint. Alors je nuancerai quand même mes propos parce que en fait, je me suis rendu compte que vu que j'ai des lunettes, ça crée quand même un petit décalage qui fait que je peux pas mettre complètement mon œil dans le viseur, et des gens qui n'ont pas de lunettes a priori ne devraient pas être gênés. En termes de cadrage, c'est du cadrage carré. Donc en fait, moi ce que je faisais au départ, c'est que habituellement quand je fais du portrait, j'ai plutôt tendance à me mettre en mode portrait, puis quand je fais des photos entre guillemets normales ou en mode paysage, je me mets en mode paysage. Et c'est marrant parce que je me suis fait la réflexion moi-même, c'est que dès que je voulais faire du portrait, bam, je faisais ça, dès que je voulais faire du paysage, je faisais ça. Mais en fait, sur ce genre de boîtier, il n'y a pas besoin en fait. Si vous faites ça, vous vous compliquez la vie parce que ça reste du format carré. En ce qui concerne la partie réarmement, déroulement du film, etc., il y a quelque chose qui est un petit peu particulier sur ce boîtier qui se retrouve sur d'autres modèles de boîtiers argentiques, c'est que quand vous appuyez sur le déclencheur, vous avez un voile noir, vous ne voyez plus rien. En fait, il faut réarmer la vue d'après pour pouvoir voir quelque chose, c'est une petite particularité qui peut surprendre,
mais en tout cas, bon bah on s'y fait vite, mais c'est vrai que moi j'aime bien shooter et puis voir tout de suite après derrière, et là on a vraiment un voile noir et on comprend pas pourquoi, donc si jamais vous tombez là-dessus, c'est pas grave, hein, c'est juste qu'il faut réarmer le boîtier et enclencher la nouvelle vue pour pouvoir voir quelque chose. D'ailleurs j'en profite pour dire à ceux qui comme moi ont toujours fait du 35 mm ou du moyen format 6.4.5, quand vous passez au format carré, le nombre d'images n'est plus de 15 ou 16 en moyen format ou 36 en 35 mm, vous avez carrément 12 images maximum sur ce genre de format, donc faut y aller mollo sur les photos. Si vous êtes un gros déclencheur compulsif, calmez-vous, parce que là franchement ça défile vite. Enfin, j'en terminerai par là, la procédure de rechargement des pellicules n'est pas forcément évidente quand on n'a pas l'habitude ou quand on est en situation de contrainte, soit par le temps professionnel ou par les conditions météo par exemple. On a besoin de recharger vite son boîtier, c'est pas un boîtier qui se recharge très très vite, en tout cas à mon sens. Il y a quand même une petite procédure à choper et je vais vous montrer ça tout de suite. La première étape de rechargement du Kef va être de bouger ces petites parties métalliques qui vont par la suite vous faciliter la vie pour passer la bobine qui contenait initialement le film à une position de bobine réceptrice, donc qui va recevoir le film une fois que vous aurez chargé un nouveau film à l'intérieur du boîtier. L'idée, ça va être ici de placer le film donc à gauche et de bien faire attention à mettre la partie noire face au rideau et donc d'avoir la partie unexposed, si vous avez une écriture unexposed, face à vous. Et par la suite, vous allez bien sûr insérer le film dans la bobine réceptrice. Donc là, c'est une étape assez délicate parce qu'il faut à la fois que vous armiez avec votre déclencheur et ensuite que vous mainteniez bien correctement le film de manière suffisamment tendue pour qu'il puisse se glisser dans la bobine et coulisser parfaitement. Normalement, ça prend 3 chargements, enfin 3 mouvements de déclencheur pour arriver à ce que la flèche soit correctement alignée avec le point rouge. Refermez ensuite votre boîtier, faites bien attention à ce qu'il soit bien fermé avant de procéder à l'étape suivante. Et ensuite, vous avez 3 déclenchements successifs à faire. Donc vous armez, vous déclenchez, vous armez, vous déclenchez, vous armez, vous déclenchez. Et ensuite, vous armez une dernière fois, une 4e fois. Et là, normalement, votre pellicule est correctement chargée. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce boîtier, le Kef 60. Alors malheureusement, ce boîtier n'est pas à moi, il appartient à Frédéric qui a gentiment accepté de me le prêter. Il m'a d'ailleurs prêté plusieurs autres boîtiers que je vais sûrement tester sur cette chaîne. Du coup, merci à toi Fred de m'avoir prêté ce Kef 60. Moi, je me suis beaucoup amusé à shooter avec malgré les quelques inconvénients que j'ai pu citer. Et du coup, je te le renvoie bientôt. Une dernière chose que je n'ai pas mentionnée, bien sûr, c'est le prix. Parce que, en général, un boîtier, on veut quand même savoir combien ça coûte. Alors sachez que celui-ci se trouve, j'ai regardé des estimations de vente qui s'étaient réalisées sur eBay et Le Bon Coin, globalement ça tourne autour de 100 et 250 €, en fait tout dépend du modèle ou de l'optique que vous allez monter dessus, mais globalement déjà le boîtier seul se vend pas très cher, en gros c'est une centaine d'euros à peu près. Voilà, c'est un boîtier qui est complètement abordable et que du coup je conseillerais à des gens qui voudraient se mettre au moyen format carré, c'est quand même un très bon compromis. En conclusion, vous aurez compris que ce boîtier m'a vraiment plu et je le conseille vivement à quelqu'un qui veut se lancer dans le moyen format argentique. Par contre, cette personne devra faire une croix sur l'ergonomie, mais bon, à on va dire 150 € en moyenne pour ce boîtier, on peut pas tout avoir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à compléter des infos que j'aurais pas dites et qui vous semblent importantes, à corriger éventuellement des infos que j'aurais dites et qui sont fausses. N'hésitez pas non plus, si vous avez manipulé déjà ce boîtier, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine, salut!